Mais on va commencer si vous êtes prêts. Est-ce que déjà, est-ce que tout le monde a eu le sujet à l'avance? Est-ce que vous l'avez ou est-ce que vous avez besoin que je le remette sur la discussion? Parfait. Ok, donc là, on est là pour parler essentiellement pancréatite aiguë et tout ce qui est cirrhose et le foie. D'abord, on va voir un tout petit peu brièvement en fait ce qui est déjà tombé au concours. Après, on va faire un petit QCM sur WooClap et après, on fera les deux cas que je vous ai donnés dans les énoncés. Du coup, au concours, c'est assez rapide, c'est et c'est assez lointain les cas de pancréatite et de cirrhose. Il y a eu un cas pancréatite en 2007, donc enfin, il est lointain, pas si lointain que ça, mais en 2007. Et après, les cas au niveau du foie, il y a eu une hépatite, une cytolyse en 91. Et après, c'est syndrome hépatique en 93. Et après, pour tout ce qui est 95, 99 et 2000, c'est plutôt un sujet qui a été mixte, donc avec des cirrhoses, mais mélangé à des antidépresseurs, des antiépileptiques, le VHC ou des diurétiques. Donc globalement, c'est de la biochimie, mais c'est mixte avec de la pharmaco. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas oublier la pharmaco. Mais voilà, globalement, c'est souvent la même chose qui revient, c'est la cirrhose. Et bon, après, la pancréatite qui tombe une fois. Du coup, on va voir les petits QCM si vous êtes prêts. Je vous laisse prendre le QR code si vous l'avez, si vous voyez bien. Déjà, est-ce que le diapo défile bien ou... Parfait. Vous pouvez vous connecter. Vas-y, là, normalement, tu dois le voir pour le bout de clap. Pas plus doué en informatique. Alors là, il n'y a pas de souci. Donc, je vous laisse une minute à chaque fois pour répondre au QCM. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à voix orale, mais c'est très bien aussi dans la discussion. Et moi non plus, j'avais pas trop participé à l'oral, mais normalement, je vois vos petits écrits, donc normalement, j'y réponds. Si je vois pas, si j'ai pas vu votre question, reposez-la moi. C'est-à-dire que je l'ai pas vue si j'ai pas répondu. Ok, normalement, on est à peu près tous là. Je le lance. Ok. Alors, globalement, la majorité a raison, oui, c'est ça. C'est la nécrose pancréatique. Il n'y a pas vraiment de grosse explication. La complication à retenir sur la pancréatite aiguë, c'est la nécrose.
Voilà. Hop, la question suivante. Alors, attends. Alors, pour moi, c'était la plus fréquente, mais si tu veux, je re-regarde, mais pour moi, c'est la plus fréquente, la nécrose. La plus fréquente et la plus rare, et la plus grave, pardon. Ok, bah alors, je le mets en suspens et je vous ferai une- un récap sur la correction, si ça te va. Je vais revérifier. Ok, bah, je vais regarder parce que ça nous a pas choqué, ça nous a pas choqué, mais je vais regarder. Je vous le dis. Au pire des cas, je le corrigerai dans la correction que vous aurez après la conférence. Ok. Alors là, c'est un peu globalement, c'est un peu hétérogène. Là, il fallait bien faire attention déjà que c'était la proposition fausse que je demandais. Donc peut-être qu'il y a eu des erreurs aussi par rapport à ça. Mais en fait, c'est faux pour la B. C'est une diminution de la bêta-oxydation des acides gras qui va causer en fait une stéatose hépatique par l'accumulation des triglycérides dans les hépatocytes. Donc c'est bien une diminution de la bêta-oxydation. Le reste est vrai. Ok, donc c'est super. C'est donc majoritairement euh, ce qui est présent dans une cirrhose décompensée, ça va être forcément la formation de l'acide, une hyperammonémie. Ça, vous le verrez, ça, on verra un schéma tout à l'heure si vous voulez pour que ce soit plus clair. Mais l'hyperammonémie, en fait, c'est ce qui va déclencher, c'est ce qui est à l'origine de l'encéphalopathie hépatique. Et après, aussi, il y a bien sûr une augmentation de la bilirubine qui est présente. Et par contre, pour la B, du coup, en fait, c'est pas du coup une augmentation, c'est bien enfin, c'est une diminution en fait de l'albumine qui est stérique, mais c'est une augmentation de la bilirubine totale plasmatique. C'est c'est un peu tordu, mais voilà.
Ok, super. Alors, les réponses vraies, ça va être. Alors, pourquoi pas le virus de l'hépatite A? C'est qu'elle ne fait pas de cirrhose. En fait, elle n'est pas chronique. Le virus de l'hépatite A n'est pas chronique. Donc, ça fera des hépatites fulminantes, mais qui sont plutôt rares. Mais ça ne fera pas de cirrhose sur le chronique. Le virus de l'hépatite B, bah oui, bien sûr, c'est chronique. La sédentarité et une mauvaise alimentation, pourquoi? C'est parce qu'en fait, ça va faire la NASH. Peut-être que enfin, je ne sais pas si on vous en parle beaucoup, mais c'est la stéatose hépatique non alcoolique. Et c'est en fait, c'est dû à une accumulation des graisses. Donc l'alcoolisme chronique, oui, parfait. Et la maladie de Wilson, en fait, oui, c'est un peu tordu aussi. Je suis peut-être allée chercher dans les coins, mais ça touche le foie aussi et ça crée une cirrhose. Donc normalement, on ne vous en parle pas trop. Là, c'était juste histoire de le mettre dans un QCM pour que vous l'ayez vu au moins une fois. Pour la définition de la cirrhose décompensée, en fait, c'est quand on arrive à la cirrhose que le foie est atteint et que le corps n'arrive plus à compenser. Donc, en fait, il va y avoir une décompensation, où il va y avoir une hypotension et une hypovolémie qui va créer un troisième compartiment. Mais si tu veux, je reviens dessus dans le cas où j'ai un schéma qui est très clair, enfin, qui est très clair, qui pour moi était clair. Euh, on ne bouge pas sainement et qu'on ne bouge pas du tout, on risque une cirrhose. C'est plus, oui, en fait, on risque une cirrhose par NASH, par stéatose hépatite non alcoolique. C'est l'accumulation des graisses. Voilà. Alors oui, pour moi, pardon, j'ai réagi trop tard, j'ai voulu écrire. Oui, pour moi, on parlait de la totale. Euh, pour les réponses, c'était ABD. Donc, c'est un produit de la dégradation, ça, vous aviez, de la création de l'hémoglobine, ça, vous aviez tous juste. Elle est, elle est toxique, en fait, via son affinité pour les phospholipides membranaires, parce qu'en fait, elle traverse la BHE. Donc, en fait, elle va causer en fait, des encéphalopathies par hyperbilirubinémie chronique. Mais ça aussi, c'est pas des choses qu'on voit de prime abord, mais je pense que c'est bien de l'avoir vu au moins une fois dans les QCM parce que ça peut être un peu piégeur. La maladie de Gilbert, pas du tout. En fait, enfin, pas du tout. C'est juste dû à l'hyperbilirubinémie libre. Je sais que moi, j'avais fait pour ce qui est de la cirrhose et des hyperbilirubinémies, j'avais fait un tableau avec toutes les maladies qu'on voit très peu, comme la maladie d'Hibert ou le syndrome de Kricker-Nadjar, pour que ce soit clair au moins une fois et que je l'ai vu au moins une fois pour le concours, parce que des fois, bah, on peut se mélanger pour rien et du coup, c'est un QCM de gâché, quoi. Pareil, donc le syndrome de Kricker-Nadjar, pareil, c'est une hyperbilirubinémie libre de type 1. En fait, c'est un déficit en UGT1A. Alors ça, en soi, vous n'avez pas trop à le savoir. Je sais que c'est une maladie, c'est un syndrome qui se traite par photothérapie. Normalement, vous l'avez vu dans vos cours à la fac. Moi, je sais ce qui était bien et ce que j'avais fait, après c'est vraiment un petit tip, c'est que on avait fait un Google Doc à 2 ou 3 et on avait répertorié tous les noms propres, comme donc, la maladie d'Hibert, le syndrome de Kricker-Nadjar.
Et on avait mis à quoi ça correspondait, parce que c'est plutôt utile parfois sur les QCM, où cette année, on s'était retrouvé avec un QCM et tout le monde ne savait pas ce que c'était. Donc, c'est pas trop de la perte de temps, parce qu'on le relisait de temps en temps, surtout à la fin. Mais voilà. Je vais regarder, oui. Je vais regarder pour le mettre, le GZDoc. Après, je pense, enfin, honnêtement, hein, je ne pense pas qu'on avait tout mis, mais on avait une bonne partie déjà. Donc, pas de souci, je regarderai. La vidéo, oui. Et elle est non, non, elle est complètement elle est liposoluble, la bilirubine. Voilà. Elle n'est pas soluble. Et c'était ça ta réponse. Voilà. Ok, alors là, j'ai encore fait un peu. J'avoue avoir été un peu piégeuse sur les QCM. C'est un peu pour que vous passiez au QCM, parce que là, du coup, c'était encore les réponses fausses. C'est pas grave si vous êtes trompé. Moi aussi, je me suis déjà trompée sur les réponses fausses. C'est pas un drame. Tant que vous faites attention le jour J, c'est pas un drame. Euh, donc, sur les réponses fausses, c'était les réponses donc C et D qui sont fausses, parce qu'il y a bien une augmentation significative des pales de l'acide kénodésoxycholique. Ça aussi, je l'ai trouvé dans les bouquins, mais j'avoue ne pas l'avoir vu une fois en QCM, c'est bien. L'avoir appris par cœur, enfin, ça sert pas à grand-chose. Et pareil sur les 5 5' nucléotidases, ça c'était dans les bouquins, ça je l'avais appris. Et par contre, vitamine K et facteur 5, non. Non, non, il n'y a pas de. Il y a, là, je me suis mélangée. Il y a une augmentation, c'est ça. Oui. Ok. Je regarde si les questions peut-être. Mais voilà, on n'est pas censé avoir de bilirubine conjuguée dans le sang. Ok, parfait. Alors, quelles sont les propositions exactes? Ça va être la A et la D.
il y a bien une vasoconstriction de l'artère rénale et en fait, c'est pas une insuffisance rénale qui est chronique, ça va plutôt être de l'aigu, en sachant que c'est pas une hypotension portale, en fait, c'est une hypertension portale. Cette hypertension portale, euh, elle va être associée à une insuffisance hépatique chronique. Voilà. Le traitement, c'est bien de la terlipresine et de la noradrénaline. Et la transplantation hépatique, en fait, elle n'est pas inutile dans le sens où c'est l'insuffisance hépatique chronique qui va engendrer le syndrome hépatorénal. Alors oui, pour moi, dans le programme, parce que c'est un peu une résultante aussi de la cirrhose décompensée, parce que c'est dans la cirrhose décompensée, parce que ça a lieu dans la CIT, mais, mais c'est tout ce qu'il y a à retenir. Globalement, c'est tout ce qu'il y a à retenir. C'est une complication, oui. Alors moi, pour mes sourds, j'avais mes cours de la fac et j'avais légèrement, mais vraiment légèrement, ouvert parce que j'étais pas fan de Bock de Bioche. Je l'avais ouvert, j'avais complété un peu, mais c'était globalement mon cours de la fac. Voilà. Ok, parfait. Là, alors là, on a une petite erreur parce que c'est absolument pas la C, mais du coup, je le corrigerai. J'ai interchangé deux QCM. Donc, les réponses vraies, c'était la A et la D. Donc, vous ne tenez pas compte du coup de ça. C'est la A et la D. Je le changerai. Sur la correction, ce sera le bon QCM. C'est la A et la D. Le sucre pancréatique, c'est le pH le plus basique de l'organisme parce qu'il est entre 7 et 8. La C, donc, la C est fausse. Bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Donc, c'est pas une auto-inflammation, en fait, c'est une destruction auto-immune du pancréas. Donc, ça peut porter à confusion, mais c'est auto-immun le diabète de type 1. Et l'acétylcholine, elle va inhiber la sécrétion du sucre pancréatique. Voilà, je suis désolée, j'ai interverti les QCM. Je vous referai ça bien correctement dans la correction. Du coup, voilà. Oui, bah, du coup, c'était ce QCM qui était les bonnes. Voilà. Du coup, on finit avec le dernier QCM.
Alors, juste pour mon petit QCM8, en fait, j'ai inversé. En fait, j'ai mis 2 fois le même QCM. Vous avez eu 2 fois le même QCM 8 et 9. Donc, en fait, le 8, vous l'aurez dans la correction. Voilà. Enfin, si vous avez, j'avais mis les QCM. La réponse du QCM8, c'était la C. La C et le QCM9, c'était A et D. Ouais, parce que vous avez les QCM sur l'énoncé, mais du coup, j'ai mal recopié un QCM sur mon clap. Hop. Pour la 10, bah, c'est parfait. Voilà, c'était BCD. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Pour une des étiologies de la pancréatite aiguë, je crois qu'il y a une. Alors, pour moi, c'était plutôt une hypercalcémie. Hypocalcémie, hypocalcémie. C'est un peu. Alors, j'ai noté les deux, moi. Donc, hypocalcémie, c'est vrai, mais hypercalcémie, ça peut l'être aussi avec des troubles métaboliques. Parce que hypocalcémie, c'est vrai, mais ça peut aussi l'être dans le cas c'est un désordre calcémique. J'aurais pu mettre désordre calcémique. Enfin. Ok, parfait. Donc, je quitte ça et on se retrouve sur le. Si j'arrive. Parfait. Du coup, pour le cas, est-ce que déjà vous avez eu des difficultés sur le cas avant qu'on commence? Ou ça vous avez vraiment posé problème ou vous avez trouvé ça dur? Non? Parfait. Oui, pour l'hyperglycémie, c'est. Oui, alors parfait, parfait. Hop, donc, Madame Y, 47 ans, est admise aux urgences en début de soirée dans un contexte de douleur épigastrique brutale, ayant débuté dans la matinée et insensible au paracétamol, au néfopam et au tramadol. L'examen clinique rapporte un abdomen souple, douloureux en épigastre, sans défense ni contracture, sans autre anomalie par ailleurs. On lui retrouve aussi une pression artérielle de 90 battements par minute à 21 heures. Est-ce que déjà, vous voyez ce qui est important, rien que dans l'énoncé? Est-ce que déjà, vous vous doutez que on peut parler de pancréatite? À quoi? Du coup, si oui. Vous pouvez prendre la parole, hein, je ne vous mangerai pas, vous inquiétez pas. Oui, c'est la fréquence cardiaque. Et on appelle ça enfin, on peut dire pression artérielle. Voilà, parfait. Douleur épigastrique, résistance dentalgique. Super. Parfait. Vous avez tout juste. Donc, j'ai surligné exactement ce que vous m'avez dit. Et pour le bilan bio, alors ça, je sais que c'est un peu chiant, mais c'est bien de s'entraîner à le faire assez vite. Donc, bah, je vous écoute. Si quelqu'un veut prendre la parole pour faire le début, me dire au moins ce qui est pas normal, ce qui est augmenté. Oui, hyperlépasémie. L'hyperlépasémie, elle est sévère. Oui, vas-y.
Gaspard? On m'entend? Oui, on t'entend. Ouais. Du coup, je vais peut-être pas reprendre toutes les valeurs bio et tout, mais donc c'est surtout ce qui est modifié. Donc il y a une hyperbilirubine à bilirubine conjuguée, mais elle est légère. Mhm. Euh, ASAT et ALAT sont augmentés, donc c'est un marqueur de cytolyse. Oui, Le rapport ALAT sur ASAT, s'il est inférieur à 1, du coup c'est en faveur d'une cytolyse d'origine extra-hépatique. oui. Les gamma-GT augmentés, ça peut faire penser à une cholestase. On a une hyperlipasémie qui est sévère. Mhm. Le fait que la CRP, elle soit pas augmentée tout court d'ailleurs, ça montre qu'il y a une absence de syndrome inflammatoire. Et après, on a une hyperleucocytose franche avec. Et comme calcul, bah, vu qu'on avait les données, j'ai fait les calculs de constante érythrocytaire. Et du coup, il y avait une normocytose et une normochronie. Ok, parfait, parfait. T'as tout dit, je pense. Je pense qu'on est, hop, là. Donc, parfait. L'hyperbilirubinémie. Alors, je pense que je me suis trompée dans la CRP, mais moi aussi, je l'ai normal sur mon papier. Et parfait. Voilà. Donc, on fait une petite conclusion toujours. Alors, moi, je l'ai augmentée. Enfin, je l'avais augmentée là. Et là, je vois qu'elle était sur le diapo, je ne l'ai pas mis augmentée. J'ai dû faire une erreur quelque part. Après, il ne faut pas se formaliser. Si vous voyez que la CRP, elle est normale, c'est pas grave. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pancréatite. Voilà. Il ne faut pas vous formaliser en disant il n'y a pas un critère. Non, mais c'est pas ça. Voilà. Parfait pour avoir pensé à calculer les constantes érythrocytaires. C'est super important ça. Il ne faut pas les oublier. Et globalement, on les calcule à chaque fois. Du coup, question 2. Quel diagnostic évoque-t-on chez cette patiente et quelles en sont les différentes étiologies possibles? Si la TCMH est diminuée que le CCMH est normal, ça, on prend la CCMH. Moi, j'ai appris à toujours prendre la CCMH d'abord, donc à mettre que c'est une normochrome. Voilà. Pour la question 2, est-ce que du coup, vous êtes OK sur la méthode de comment est-ce qu'on déroule l'hypothèse diagnostique? Pour parler d'ictère, il faut les signes cutanés ou muqueux. Alors, d'abord oui, mais pas forcément pour moi. Il y a des ictères biologiques, donc non. On ne te dira pas forcément en plus que le patient a un teint jaune, pâle, donc voilà. Il y a des pathologies où la CRP n'augmente pas quand il y a une inflammation. Avec les calculs, bien sûr. C'est là. Alors là, on ne parle pas d'ictère, non, mais on parle de cytolyse. Oui, oui, la cytolyse, bien sûr, elle a plusieurs origines, hein. C'était pour le azatalate que vous dites ça, inférieur à 1. Le azatalate, en fait, c'est principalement pour éliminer une origine alcoolique. En fait, quand on dit qu'il est supérieur à 2, c'est qu'il y a une probabilité que ce soit une origine alcoolique, enfin d'origine alcoolique. Je ne sais pas si je suis claire.
Oui, 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 tout à fait. La CRP, elle peut être normale. La CRP, elle peut être normale. Bien sûr, c'est un facteur de gravité. Et oui, t'as raison. Il n'y a pas de problème. Après, le syndrome inflammatoire, pour moi, il est à partir de, on le dit principalement avec la CRP, syndrome inflammatoire biologique, avec l'hyperleucocytose, oui, mais c'est bien d'avoir deux critères pour le syndrome inflammatoire. Bah, moi, juste une hyperleucocytose, je dirais pas un syndrome inflammatoire, non. J'attendrai, enfin, je verrai qu'il y ait au moins deux critères. Ma valeur de leucocyte, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, j'ai mis combien en leucocyte? 17. Et dans l'énoncé, oui, bon, globalement, c'était augmenté. Bon, j'ai dû intervertir entre tous mes tableaux. Je le regarderai sur la correction. Oui, oui, c'est une leucocytose, oui. Du coup, si on est bon, est-ce que quelqu'un veut répondre à la question 2? Là, déjà, l'hypothèse diagnostique. On en parle depuis tout à l'heure. Vous mettez quoi en premier? Oui, voilà. Pancréatite aiguë, exactement. Alors, on peut rajouter des trucs. On peut dire hyperalgique. Voilà, parfait, l'argument épidémiaux. Ça, on peut le mettre. D'abord, en fait, ce qui est bien, c'est de mettre la physiopathe. Parce que ça, c'est un des seuls moments où vous allez pouvoir le donner, la physiopathologie. Donc, pancréatite aiguë, hyperalgique sévère. Euh, donc, la physiopathe, à chaque fois, je l'abordais juste en dessous de mon diagnostic parce que c'est un peu la seule fois où on pourra donner la définition. Et c'est important quand même de la donner pour qu'on voie de quoi on parle. Donc, maladie inflammatoire aiguë avec activation prématurée. J'avais fait une petite erreur, enfin, pas une petite erreur, j'avais fait l'inverse dans les QCM Insta. Donc, prématuré des proenzymes pancréatiques et autodigestion du pancréas. Donc, il y a deux formes possibles. C'est l'œdémateuse avec une guérison qui est globalement spontanée et la nécrotico-hémorragique. Après, vous avez raison. Bah, c'est la physiopathe dans le sens où c'est la définition, c'est la physiopathologie de la maladie. C'est pour ça que je mets physiopathe. Le mécanisme d'autodigestion, j'avoue, je ne l'avais pas appris, moi, le mécanisme d'autodigestion. J'avais appris la définition. On n'avait pas ça en IMC. Là, mais alors, c'est pas possible. Bon, bah, laissez tomber l'IMC. Pensez l'avoir noté. J'ai dû me mélanger dans mes énoncés. Vous aurez une correction plus propre. Donc après, c'est important de parler de la clinique. Donc là, on avait des douleurs épigastriques brutales. Dans la pancréatite aiguë, on parle de douleurs transfixantes. Oui, pour moi, on pouvait mettre son âge. Oui, oui. Moi, je mettais globalement toujours l'âge de la patiente. Donc, on appelle ça des douleurs transfixantes. Ça, je pense que c'est important de le dire. Et transfixante, ça veut dire qui traverse, en fait. Enfin,
Ces douleurs qui sont typiques dans la pancréatite aiguë. Donc, pour les signes de gravité, ça aussi, c'est bien de les connaître. C'est pareil, c'est deux noms propres. Donc, il y a le signe de Cullen pour l'ecchymose périombilicale et le signe de Grey-Turner pour l'ecchymose des flancs, plus la pharmacorésistance qui est ultra importante. Voilà. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Hein, vous pouvez aussi prendre la parole. Au niveau biologie, donc ça, on l'avait dit, pareil. Donc, il y avait une cytolyse, une hyperlipasémie avec du coup, moi j'avais mis le syndrome inflammatoire parce que du coup, il y avait une CRP, j'ai dû me mélanger quelque part. Il y avait une CRP augmentée, de base, je voulais mettre une CRP augmentée. Il y avait juste des douleurs épigastriques. Alors non, il ne fallait pas mettre douleur des flancs. En fait, douleur des flancs, on vous le dira. En fait, vous aurez marqué ecchymose des flancs ou ecchymose périombilicale. Ecchymose, en fait, ça veut dire que le patient, il est un peu bleu sur les flancs ou c'est pour ça. Et on appelle ça, c'est des signes de gravité. Ça, par contre, c'est à connaître. Non, là, ça n'était pas le cas, non. C'est pour ça que je dis ici, on n'évoque pas. Parce que c'est bien de le mettre, parce qu'on le connaît. Mais ici, on le... Voilà. Et puis, rien ne garantit que ce sera le même cas et vous pourrez avoir une ecchymose périombilicale. Là, au moins, vous saurez de quoi on parle. Pour le score, alors, le score, du coup, c'est pour ça que je vous ai donné les battements par minute, en fait. La fréquence cardiaque, c'est qu'en fait, ça, c'est un score clinico-biologique qu'il faut absolument mettre sur sa copie. C'est le score CIRS, c'est le syndrome de réponse inflammatoire systémique, où il faut au moins 2 critères. Donc ici, on avait la fréquence cardiaque de 90 battements par minute et les leucocytes, qui étaient supérieurs à 12 grammes par litre. Du coup, il y a bien 4 critères. La température qui soit inférieure à 36 degrés ou supérieure à 38, les leucocytes qui sont inférieurs à 4 giga par litre ou supérieurs à 12 giga par litre, la fréquence cardiaque et supérieure à 90 battements par minute, ou la fréquence respiratoire supérieure à 20 par minute. Alors, les autres scores, Rançon et Glasgow. Alors, pour moi, je dirais non. Je sais que le score de Rançon, je l'avais appris. Je savais les citer. Glasgow, l'apprend pas. Glasgow, il est trop long. Rançon, je savais le citer. Alors, je finis sur Rançon. Et Rançon, je savais le citer, mais c'est tout. Enfin, si tu as du temps encore, tu peux l'apprendre. Mais je suis pas sûre que ça serve à grand-chose. Parce que maintenant, on ne se sert plus du score de Rançon. Donc, ça serait un peu désuet de le mettre. Voilà. Par contre, tu peux carrément spécifier que le score de Rançon a été remplacé. Le score de Rançon, c'est dans le pronostic, oui, mais ça a été remplacé. Enfin, on parle plus de score de Rançon. C'est pour ça. Et le score de Balthazar, on le verra après. Alors, le score de Glasgow, il n'est pas remplacé parce qu'en fait, le score de Glasgow, c'est un score qui n'est pas fait uniquement dans la pancréatite. C'est notamment sur l'éveil du patient. Et le score de Balthazar, c'est un score qui est radiologique. Donc, c'est pas trop de la pharma. Vous pouvez le citer, bien sûr, mais ça va être globalement de la radio. Et en fait, c'est ton taux de nécrose. Voilà, c'est ça. Donc, après, il ne faut pas oublier pour les diagnostics différentiels. Est-ce que vous avez des idées de diagnostics différentiels? Ça, il ne faut pas non plus l'oublier dans le diagnostic. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en diagnostic différentiel? Ulcère gastro-duodénal, oui. Oui. Syndrome coronarien aigu. Tout à fait.
Occlusion. Oui. Parfait. Parfait. Donc, globalement, cancer du pancréas au-dessus, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais on aurait très bien pu. Après, c'est pas en général, dans le cancer du pancréas, il y a plus des douleurs, c'est pas les mêmes douleurs parce que là, c'est vraiment de l'aigu. Alors que le cancer du pancréas, ce sera plus des douleurs dorsales. Infarctus du mésentère. Voilà, parfait. Vous avez tout. Et pour les étiologies, du coup, est-ce que vous les connaissez? Il y a 2 crosses étiologiques qui sont à ne pas louper, surtout. Biliaire, lithiase, voilà. Lithiase biliaire et ici. Parfait. Ok, est-ce que vous en connaissez d'autres? Iatrogène, oui, c'est possible. Oui, bah oui, on l'a vu tout à l'heure, tout à fait. Donc, métabolique. Mhm. Génétique aussi, ça fonctionne. Mhm. Maladie auto-immune, vous pouvez le mettre, oui. Idiopathique, oui. Alors ça, idiopathique, c'est très arrangeant parce que vous pouvez le mettre assez souvent. Traumatisme aussi, ça fonctionne. Très bien, parfait. Vous avez tout. Alors, les lithiases biliaires, moi, je sais que je rajoutais toujours un petit commentaire. Donc, globalement, c'est kiff-kiff, c'est 40% des cas où c'est la lithiase biliaire et 40% des cas où c'est dû à l'alcool. Et donc, je rajoute une petite définition où c'est la migration d'un calcul biliaire. Et ici, en fait, je rajoute que c'est le plus probable au vu du contexte parce que on n'a pas l'impression que la patiente est alcoolique et qu'on n'avait pas, alors ça, on pourra le voir après dans les examens complémentaires pour faire la différence entre les étiologies. Et voilà, donc je rajoute qu'on peut doser la CTD et mesurer le taux d'alcoolémie. Sachant que ça montre que vous avez bien compris de quoi on parlait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? La CTD, en fait, c'est un marqueur d'abstinence alcoolique. Donc, c'est la transférine carboxylexcipiante. C'est un marqueur d'abstinence. Donc, en fait, s'il est trop élevé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui consomme régulièrement de l'alcool. Alors, pour moi, dans le diagnostic de la pancréatite aiguë, oui, il faut toujours parler du score CIRS. Oui. Alors, ici, en plus, bon, j'avais fait exprès de vous mettre la fréquence cardiaque, mais même si on ne vous donne pas la fréquence cardiaque, c'est quand même bien d'en parler. Oui, dans les examens complémentaires, bien sûr, tu peux mesurer la CTD. Ok, du coup, parfait. Quel examen complémentaire est-ce qu'on réalise? Mhm. Un bilan cardiaque, oui, vous pouvez. Oui, pour éviter, pour enlever l'étiologie, un diagnostic différentiel. Ouais. Ok, parfait. Donc, d'abord, c'est bien de comprendre que dans la pancréatite aiguë, le diagnostic il va être clinique et donc il n'y a pas besoin d'examen complémentaire pour confirmer
le diagnostic. Ça, c'est important de le noter parce que ça peut porter à confusion. On fait des examens complémentaires dans la pancréatite aiguë uniquement pour affirmer l'étiologie et pour comprendre l'étiologie, mais absolument pas pour diagnostiquer. Voilà, donc en premier temps, on va faire échographie. Parfait, vous avez globalement dit ça. Échographie ou scanner TDM. Et c'est ce qu'on disait, du coup, là, on peut parler du score Balthazar, on peut le citer, parce que c'est un score qui est radiologique et en fait, qui va mettre en évidence surtout les nécroses. Voilà. Pareil, du coup, le dosage des CTD pour l'étiologie éthylique. Alors ça, l'exploration du allomanie lipidique, test de crémage, c'est important parce qu'en fait, comme vous l'avez dit dans les étiologies, on rappelle que ça peut être métabolique avec les hypertriglycéridémies et les dyslipidémies qui peuvent donner du coup une pancréatite aiguë. Donc ça, c'est important de le noter. On peut faire un dosage de l'amylase, ça on peut toujours le noter, même si en pratique c'est beaucoup moins fait. Moi, je rajoutais toujours que c'était moins sensible, mais je le mettais quand même. Et on peut du coup aussi faire le trypsinogène T2 sur bandelette urinaire parce que ça a une bonne pas une bonne VPN, pardon. Et du coup, c'est vrai que on peut rajouter parfait tout ce qui est ECG pour éliminer le syndrome coronarien aigu, ECG et les troponymies. Est-ce que c'est clair ou parfait? Donc, du coup, comment est-ce qu'on prend en charge cette patiente maintenant? Oui, tout à fait. Le score de Balthazar, vous le citez, vous ne l'apprenez pas. De le citer? Alors, je suis pas au jury, mais vous pouvez l'apprendre, mais n'apprenez pas ça en premier, quoi. Enfin, c'est déjà pas mal de le citer. En plus, il me semble qu'il est assez long, le score de Balthazar, donc il a des grades. Pareil, Glasgow, c'est très long, quoi. Mais par contre, Glasgow, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas cité dans ma correction, je le mettrai. Mais tu peux le citer quand même, quoi. Voilà. Du coup, comment est-ce qu'on la prend en charge, cette patiente? Hospitalisation en urgence. Parfait. Cholécystectomie. Alors, ça, c'est peut-être un peu trop au début. C'est s'il y a un problème avec avec les calculs biliaires. Propolytrique antalgique, parfait. Pas de traitement spécifique. Ça, c'est super important de le dire. C'est super bien. Super important de le dire qu'il n'y a pas de traitement curatif. Ok, parfait. Sonde naso d'aspiration pivolissement, je crois. Alors, moi, j'avais plus notion d'une sonde naso-jéjunale. En fait, on va la mettre du coup en aval du pancréas. On met la sonde après le pancréas pour qu'il n'y ait pas de soucis. Mais hyperhydratation, ça c'est super avec le NaCl. Oui. Donc, parfait. En urgence, pas de traitement curatif, ça c'est hyper important de le dire, même si on le sait et même si il n'y en a pas, c'est important de dire qu'il n'y en a pas.
parce qu'on le sait. Du coup, ce sera uniquement du traitement symptomatique. Ça, c'est un peu la même chose qu'en toxico, où on fait les cases des traitements. C'est à peu près pareil. Alors, la somatostatine, pas à première vue. Pas à première vue. On ne va pas donner des antitricoteurs en première intention. Et non, pas d'antibiotiques, non, pas forcément, non. On ne met pas d'antibiotiques obligatoirement. Là, ce qui est important à retenir sur la pancréatite, c'est la prise en charge en urgence, une hospitalisation, pas de traitement curatif, un repos au lit, une mise au repos du pancréas, donc une mise à jeun, donc la correction des chocs hypovolimiques avec le NaCl et l'hyperhydratation, des antalgiques. Alors les antalgiques, il faut faire attention parce que les salicylés et du coup les INS vont être contre-indiqués. Donc il faut bien spécifier. Les spasmolytiques, antiémétiques possibles. Après ça, c'est toujours morphinique. Oui, en général, on peut donner morphinique parce qu'en général, le paracétamol il est résistant. Oxygénothérapie, si besoin, ça c'est parce que comme je vous ai tiré ça d'un vrai cas, elle avait eu recours à l'oxygénothérapie, donc j'ai rajouté ça. Et surveillance tensionnelle, parce que bon, elle était quand même à 90 battements par minute. Surveillance de la fonction rénale, un bilan biologique. Après, ça c'est ce qu'on peut mettre un peu à chaque fois, ce qui va être redondant. Alors, moi, la morphine, ça ne me gêne pas. Mais dans tous les cas, on va passer par les paliers avant. Prophylaxie thromboembolique. Ça peut, dans certains cas aussi. Oui. Et du coup, la nutrition, c'est par sonde nasogéjunale. Ça, c'est important de le dire parce que du coup, c'est toujours en aval du pancréas, si possible. Voilà. Oui. Pour moi, on met de la morphine parce qu'en fait, si on regarde dans l'ensemble, pour la pancréatite aiguë, ça va être résistant. On voit qu'au début, la patiente elle est résistante à la douleur du paracétamol. Donc, pour moi, on mettra de la morphine d'abord. Après, vous pouvez très bien marquer antalgique, hein, si vous ne voulez pas. Il faut mettre que les salicylés et les INS sont contre-indiqués, mais voilà. Donc, pourquoi la sonde, c'est en aval du pancréas? En fait, on ne veut pas que le pancréas soit touché dans la digestion. En fait, on va mettre la sonde après le pancréas pour que le pancréas reste à jeun. C'est comme ça qu'on le voit. Je vais chercher. Si vous voulez, je vous mets ça pour la morphine. Je vais chercher et je le complète dans la correction. Je me le note. Et du coup, dernière question du cas. Quels types de dyslipidémie peuvent être à l'origine des symptômes de la patiente? Autrement dit, quel type de dyslipidémie peuvent être à l'origine du pancréatite aigu? 1 ou 5. Oui, c'est ça. Ça, c'est important à connaître. Je sais qu'on n'a pas forcément, là, en plus, on est en avril, donc on n'a pas forcément encore vu et pancréatite, et cirrhose, et dyslipidémie, même si on les a normalement vus à la fac, mais on les a peut-être pas revus, ce que je peux largement comprendre. Pour développer Alors, j'ai pas plus développé que ça. C'est bien de toujours mettre les définitions, en fait. Définition, la physiopathologie, dyslipidémie de type 1. On met que c'est une hyperkilométrie qui va être dépendante des graisses alimentaires, via un déficit en LPL ou en ApoT2, et qu'il va y avoir une accumulation d'éthyomicrons. Après, moi, je me rajoutais toujours que le sérum à jeun, il était lactescent, et les résultats du test de crémage. Voilà. Je pense que il faut toujours, voilà, il faut maximiser ses chances d'avoir les points.
Donc, on met une définition et on met à peu près... moi, j'attendais pas énormément pour cette question, mais au moins toujours la définition, quoi. Comme ça, on voit, le correcteur verra que tu sais de quoi tu parles. Voilà. Et pareil, du coup, oui. Ah, mais alors, ça, je suis d'accord avec toi. Pour ce réflexe, ça va venir. C'est normal, on est qu'en avril. Ça va venir d'avoir toujours le réflexe. Moi aussi, au début, je mettais 3 mots et je ne savais pas quoi répondre aux autres. Mais ça vient après. Il faut toujours avoir le réflexe de, quand on me pose une question, je sais quoi mettre, ok, mais peut-être est-ce qu'il y a une définition derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à dire sur ça? Il faut avoir le réflexe. Mais t'inquiète pas, tu pourras le prendre à force. Voilà. Et pareil, du coup, en fait, la discipline de type, alors de type 5, ça, ça me particulier parce que du coup, ça peut être l'aggravation d'un type 4 qui peut aussi être l'aggravation d'un type 2B. Donc, je sais que je le mets parce que, au cas où, normalement, on n'irait pas jusque-là, je pense pas, mais au cas où ça tire un peu dans les coins, vous l'avez vu au moins une fois. Donc, c'est hyperkilométrie plus augmentation des VLDL, donc, par un épuisement des LPL, où il va y avoir accumulation des kilomicrons et des VLDL. Et là, pareil, je mets le sérum à jeun qui est lactescent, le test de crémage. Ça, est-ce que vous savez l'interpréter? Enfin, vous savez à peu près ou après, dyslipidémie, vous allez les revoir, mais est-ce que c'est clair pour vous? Pour la biologie, donc pour la biologie, quand le sérum il est à jeun, quand on dit sérum à jeun, ça va être ton sérum, soit il va être la plupart du temps, il va être lactescent. Donc lactescent, c'est souvent une augmentation des kilomicrons. Soit il est limpide. Limpide, on peut rien dire a priori. Soit il est opalescent et la plupart du temps, ça va être une augmentation légèrement des VLDL, mais on peut pas dans lactescent, ça nous rappelle surtout l'augmentation des kilomicrons. Et le test de crémage, en fait, ça va être le sérum lactescent. Alors là, j'ai pas d'image du coup, mais le sérum lactescent qui va rester lactescent parce que ça, c'est dû au kilomicron. Et en fait, l'anneau crémeux, c'est les VLDL. Dans le type 1, il est normal, bien sûr, le cholestérol est normal. Dans le type 1, c'est uniquement une hyperkilométrie, kilomicrométrie, pardon. Et la torvastatine, ah oui, pardon. En fait, la torvastatine, c'était juste, c'est parce que c'est une patiente qui était traitée par la torvastatine, donc j'ai eu l'idée de cette question. C'est juste pour traiter les dyslipidémies dans la pancréatite aiguë. C'était pas, c'était juste pour traiter ça. Pour que vous le voyez au moins une fois. On n'a pas, on ne traite pas une dyslipidémie de type 1 par atorvastatine, si c'est ça ta question. Ah, ok, je comprends. Mais alors moi, je parlais des dyslipidémies de manière générale. C'était juste pour introduire la question. Alors moi, je ne l'attendais pas parce que j'attendais pour la torvastatine, j'attendais pas de pharmaco. Mais oui, tu aurais pu le mettre si tu avais le temps. Si tu as le temps, tu peux la mettre. Mais là, en fait, c'est que ça n'a pas vraiment à voir avec la question. Parce que ma question, là, c'était vraiment quel type de dyslipidémie entraîne une pancréatite, peut entraîner une complication de pancréatite aiguë. Voilà. Du coup, on va passer au cas 2. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompée dans les petits tableaux.
Mais donc, on a Madame C, 39 ans, hospitalisée pour une ascite significative, un ictère fébricule qui évolue depuis une semaine. Elle rapporte d'importantes douleurs abdominales et déclare boire 4 à 6 verres de vin par jour. 4 à 6 verres de vin, c'est plutôt par jour. Elle fume aussi un paquet par jour, un paquet de cigarettes par jour. Du coup, je vous demandais globalement le bilan biologique. Est-ce que quelqu'un veut me le faire? Là, pareil, vous pouvez me dire si est anormal. Hein. Je ne vais pas vous manger, vous inquiétez pas. Comme ça, vous vous entraînez, c'est bien aussi de... Anémie modérée macrocytaire. Oui, parfait. Là, qu'est-ce qui retient notre attention? Oui, vas-y. Pas de souci, prends la parole. Allô, on m'entend bien? Oui, on t'entend très bien. Ok. Alors, j'ai mis la personne, elle a une anémie modérée normochrome macrocytaire, une érythropénie. Pour le bilan ionogramme, il y a une hyponatrémie, hypokaliémie et une hyperammoniémie. Oui. Ensuite, elle a une hypoprotéinémie avec une hypoalbuminémie, une hyperferritinémie, une hyperbilirubinémie à bilirubine conjuguée. Elle a aussi une hypertransaminasémie avec une augmentation de la lactasate de plus de 2-3 fois des valeurs normales. Ensuite, il y a une diminution de TP, augmentation de GGT et une augmentation de CRP, ce qui indique un syndrome inflammatoire. Voilà. Oui, le syndrome inflammatoire biologique, parfait. Parfait. Alors, l'hyperbilirubinémie mixte, elle est bien mixte, elle est après prédominance conjuguée. On voit qu'il y a quand même un peu de bilirubine libre qui a augmenté. Et donc la CRP, là, il y a bien un syndrome inflammatoire biologique. Et pour les calculs, son CSMH est normal. Alors peut-être que c'est moi qui ai fait une erreur. Mais moi, je trouve 33,6%. Donc je trouve un CSMH qui est normal. Et on a bien un TSMH qui a augmenté, mais du coup, on prendra toujours la valeur. Ah oui, en fait, c'est toujours ça. En fait, quand vous vous retrouvez, c'est là, parce qu'en fait, c'est des vrais patients, donc normalement, vous ne vous retrouvez pas dans ce cas-là. Mais on prend toujours le CCMH. Quand le CCMH est normal, ça veut dire que c'est normochrome. Ouais, bah, chez nous, on dit souvent s'il y a un TCMH augmenté, des fois c'est à cause d'une erreur technique, donc on ne compte pas. Oui, ça peut.
Alors, tu calcules ton TCMH. Bon, là, pour le coup, là, c'est un vrai patient, mais normalement, vous n'aurez pas trop de discordance. Dans les annales, je n'ai pas vu trop de discordance. Mais tu prendras ton TCMH. Même si ton TCMH, il est discordant avec le TCMH. Non, moi, je précisais pas. Moi, je mettais, à la limite, je mettais exactement ce que j'ai mis. Je mettais TCMH, une flèche pour dire augmenter, mais c'est tout. Pour dire que je l'avais quand même calculé, que j'avais quand même interprété la valeur. Voilà. Du coup, CRP, on peut... Oui, alors globalement, il fait 2 critères, mais pour la CRP, en fait, c'est un syndrome inflammatoire qui est biologique. Enfin, là, pour le coup, qui est biologique, et donc, moi, je le mettais en CRP. Parce que la CRP, c'est ce qui reflète ton inflammation dans ta biologie. Du coup, quel diagnostic est-ce qu'on évoque chez cette patiente? Oui, l'hyperféritinémie, c'est vrai qu'elle fait partie aussi du syndrome inflammatoire. Elle peut faire partie du syndrome inflammatoire, oui. Cirrhose toxico, alors oui, parfait. Alors, du coup, cirrhose éthylique, parfait. Ben, pareil, la physiopathe, ultra important dans la cirrhose. Moi, globalement, j'avais pas appris un pavé, j'avais appris ça. Parce que c'est ce que je mettais à chaque fois. Et au moins, ça résumait bien. C'est avec des tirets, c'est clair. Si vous voulez, si vous préférez rajouter plus, vous pouvez aussi, hein. C'est pas un souci. Mais du coup, d'abord, c'est production des radicaux libres qui sont toxiques. Il va y avoir une baisse de la bêta-oxydation des acides gras avec l'accumulation des triglycérides dans les hépatocytes qui cause la stéatose hépatique macrovésiculaire. C'est une stéatose hépatique qui est macrovésiculaire. Il y a une augmentation du stress oxydant qui va faire l'hépatite chronique. Et donc, on arrive à une lésion irréversible des hépatocytes qui va entraîner la nécrose avec une augmentation de la cryogénèse des cellules de Kepfer. Il va y avoir une activation des cellules stellaires, la sécrétion de collagène, la formation d'un tissu fibreux qui entraîne la fibrose. Et une fois que les 2 tiers du foie sont atteints, on va avoir un nodule de régénération qui sera non fonctionnel avec une augmentation de la masse conjonctive du foie qui entraîne la cirrhose. Voilà. Je sais que ça fait peut-être un bloc comme ça, mais alors si vous trouvez un moyen de le dire autrement, vous pouvez aussi. Mais voilà. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Donc là, pareil, oui. Tu peux mettre décompensé. C'est vrai que moi, je n'ai pas mis décompensé, mais tu peux mettre décompensé, oui. Je le rajouterai dans la correction. Du coup, pareil, on continue le diagnostic avec un contexte, le contexte, la clinique, la biologie, que vous pouvez me dire. Oui, quand les transaminases sont augmentées, tu peux mettre cytolyse. Acide significative, oui. Mhm. Lichter.
Alors, en argument épidémie, en fait, moi, je vais parler du contexte. Donc, moi, je mets toujours femme de 39 ans. Je mets toujours le sexe et l'âge. Je mettais toujours le sexe et l'âge. Comme ça, je savais de quoi on parlait. Et là, on le dit enfin, je le dis dans l'énoncé, elle boit 4 à 6 verres de vin par jour. Clairement, il faut parler d'épuisme chronique. Et en plus, on peut rajouter le tabagisme actif parce que bon, elle est quand même, enfin, elle est à un paquet par jour quand même. Donc pareil, la clinique, ascite, douleur abdominale, fièvre et du coup l'ulcère. Alors ça n'a pas directement de lien avec la cirrhose, le tabagisme, mais c'est quand même, enfin, comme je le mentionnais, ça a rapport avec les addictions et donc on peut le mettre. Là, pareil, donc au niveau de la biologie, je répète, et là on voit bien en fait que l'azatalate est supérieur à 2. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, l'hyponatrémie, en fait, elle était due à l'acide. C'est pour ça que je mets entre parenthèses, parce qu'il y a une augmentation du volume. Si c'est supérieur à 2, azatalate, c'est que ça constant, ça oriente vers une étiologie éthylique. Voilà. Et si c'est pas supérieur à 20, on peut globalement éliminer l'étiologie éthylique. C'est pas sur ce quoi on va se tourner en premier lieu. Ok, donc là, après, c'est bien aussi de parler des complications dans la cirrhose. Est-ce que vous pouvez m'en citer des complications? Alors, il ne me semble pas. Le hypocalmie, si tu pouvais la mettre ici, en biologie. Encéphalopathie, parfait. Hépatocarcinome, oui. Syndrome hépatorénal, parfait. Oui. Hémorragie digestive, parfait. Oui. Rupture des varices œsophagènes, exact. Oui, tout à fait. Infection liquide acide, parfait. Vous avez tout. Donc, c'est important ça de mettre les complications. Diabète, ça ne me serait pas d'abord venu à l'idée. Diabète, ça va plus être d'abord au niveau du pancréas. Ok. J'avoue que je ne l'aurais pas mis en premier, le diabète. Donc ça, c'est important dans tout ce qui est cirrhose de parler des complications et donc aussi des diagnostics différentiels, notamment sur les hépatites virales. Donc il n'y a pas que les hépatites, les hépatites virales, les DHC et le VHB qui peut donner des hépatites virales. C'est pour ça que j'ai aussi mis le CMV. Il y a d'autres virus qui sont à tropisme hépatique. Donc ça aussi, c'est important d'en parler, en sachant que il y a déjà un cas qui est tombé sur une cirrhose hépatite virale. Voilà. Et du coup, les étiologies, quoi? Les mettre dans quelle partie? Le diagnostic différentiel? Les complications, c'est dans le diagnostic pour moi. Si on ne vous pose pas la question et que on en parle quand même, c'est dans le diagnostic. C'est à la suite, comme ça. Parfait. Les étiologies, vous avez... globalement, non, il n'y a pas que ça, mais
C'est ce à quoi il faut penser d'abord. Le diagnostic différentiel, c'est les hépatites virales. Après, vous pouvez mettre iatrogénie, NASH, tout ce qu'on a vu. Enfin, en fait, c'est les étiologies du coup. Vous pouvez mettre les complications pour toutes les pathologies, oui. Quand il y en a qui sont assez importantes, oui. Du coup, les étiologies, vous avez une idée? Cirrhose, parfait. Emily Wilson, parfait. Ok, parfait. Bah, même moi, j'en aurais oublié dans ma correction. Mais parfait, ça, je le rajouterai. Je rajouterai que vous m'avez dit, auto-immune. C'est vrai que je ne l'ai pas mis. Donc, 70% des cas, c'est de l'éthylisme chronique. Là, clairement, on dit que c'est le plus probable parce qu'il y a un rapport azote-alate qui est supérieur à 2. Il va y avoir bien sûr l'étiologie infectieuse avec les hépatites. Idiopathique, ça c'est toujours bien de le mettre. Et la NASH. C'est vraiment les étiologies principales quoi j'avais pensé. L'hémochromatose aussi, c'est vrai. Iatrogénie, c'est aussi vrai. Ok. Du coup, quels sont les examens complémentaires qu'on pourrait faire? Dans le diag, on ne met pas la ponction. Pour moi, c'est dans les examens complémentaires qu'on met la ponction. Oui, voilà, pour le diagnostic. Alors moi, je les classe comme ça. Je les classe comme ça. Donc d'abord, je mettais électrophorèse des protéines sériques parce que du coup, on verra le bloc bêta-gamma qui est présent dans l'éthylisme chronique. Le dosage alpha-fétoprotéines et CTD, parce que ça, c'est pour l'alcool toujours. Les sérologies virales et pas vitrales. Des virus principaux atropisme hépatique. Un bilan d'hémostase aussi parce que la cirrhose, ça va avoir une conséquence en fait sur le facteur 5. On verra, en fait, on pourra faire le diagnostic étiologique avec la baisse. L'alpha-fétoprotéine, c'est une protéine qu'on mesure dans les carcinomes pour les cancers. Elle peut être augmentée dans les carcinomes. Oui, fibrotest, fibroscan, parfait, j'y viens. Donc, on verra à l'imagerie, on fera une échographie abdominale et après, on fera les tests. Donc, j'ai réparti ça en tests invasifs et non invasifs. Avec non invasif, le fibrotest et le fibroscan. Fibrotest, en fait, c'est une prise de sang où il y a 5 marqueurs. Les 5 marqueurs, pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de les apprendre. C'est bien de les connaître, mais si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas très grave. Les examens complémentaires, en fait, c'est aussi pour découvrir l'étiologie. C'est pour ça qu'on peut faire l'alpha-fétoprotéine. Parce que autant, c'est pas du tout c'est pas une étiologie éthylique, mais c'est une étiologie cancéreuse. Voilà. Et donc, en invasif, on met la ponction et la fibroscopie. Et fibroscan, c'est important aussi. Moi, je le mettais toujours. Que c'était par élastographie impulsionnelle. Ça coûte rien, mais c'est bien de le mettre. Endoscopie digestive haute. Mais c'est ça, c'est la fibroscopie osogastro-duodénale.
Ok. Du coup, comment est-ce qu'on va déterminer la sévérité d'une cirrhose? Alors ça, c'était plus une question pour vous faire les citer. Je ne sais pas si ce sera posé comme ça au jour du concours, mais voilà, c'est exactement ça que je voulais. C'était les scores. Oui. Alors, il y a 2 scores. Est-ce que vous savez, vous connaissez le deuxième? Le score de la cirrhose, qu'on soit d'accord, le score de la cirrhose, c'est le TID PUC. Mais du coup, on va parler du score. Oui, le score de TID, alors il est à connaître. Moi, j'avais juste appris la définition, quoi. Le score en entier, je ne l'ai pas appris. C'était ça la question. Donc, le score de TID, c'est l'association, voilà, Métavir. Métavir, je ne suis pas sûre que ce soit nouveau. J'avoue que je ne suis pas sûre que ce soit nouveau. Mais c'est plus, comme c'est entre le fibrotest et le fibroscan, enfin, c'est pas qu'on peut l'oublier, mais c'est que on peut ne pas en parler. Alors, tu peux le retrouver dans le VHI, en fait, dans la cirrhose. C'est pour ça que tu peux le retrouver dans la VHI. Voilà. Donc, le score de TID, il faut retenir que c'est une association des données biologiques et cliniques. Et c'est surtout, en fait, un score qui va être prédictif pour la survie des patients. Et le score Métavir, pardon, il est déterminé entre le fibrotest et le fibroscan. Et ça, par contre, j'avais appris, parce que globalement, pas bien compliqué. Il y a 2 lettres à retenir, A et F. A, c'est de A0 à A3 pour l'activité hépatique. Et F, ça va être le degré de la cirrhose. Non, je n'ai jamais vu ça. Je ne pense pas qu'on puisse te demander de calculer le score. Parce que déjà, même quand je le vois à l'hôpital, c'est des gros tableaux. Donc, non. Voilà. Je pense que, en fait, c'est bien à chaque fois de connaître les définitions parce que c'est important de savoir de quoi on parle. Mais il y a des scores qui sont à prendre comme le score CIRF parce que c'est un petit score et qui est à connaître. Mais quand c'est des scores comme ça, non. Voilà. Du coup, est-ce que... Alors ça, du coup, c'était de ça dont je parlais au début. Est-ce que vous connaissez du coup les mécanismes qui vont faire la formation de l'acide dans la cirrhose? Oui. Ça, c'est parce que ça, c'est une question qui est revenue plusieurs fois pour le coup au concours et qui est à connaître. Et c'est important de ne pas se mélanger. Il y a un schéma que je vais vous donner, que vous aurez aussi en entier dans la correction. Et ça résume bien. Et au moins, vous êtes sûr de ne pas oublier quelque chose. Oui. L'hypertension portable, ça, c'est très important. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, ce qui est important de voir, c'est qu'on va partir du foie et de manière concomitante, on aura une baisse de la synthèse d'albumine avec une baisse de la pression oncotique qui va mener à une fuite de liquide vers le secteur interstitiel et qui va causer une hyperhydratation extracellulaire. Et dans le même temps, on va avoir une augmentation des résistances du flux sanguin portal avec une vasoconstriction portale, une hypertension portale, et ce qui va augmenter la pression hydrostatique. Ça peut être aussi utile des fois dans les QCM, on peut vous le demander ça. Donc, on va avoir une vasodilatation systémique splanchnique, production de NO, et en fait, la résultante, ça va être une hypotension et une hypovolémie. C'était mon QCM de tout à l'heure. Hypotension plus hypovolémie, ça a 3 conséquences. Donc, ça va être la vasoconstriction de l'artère rénale, l'activation du SCRA et l'augmentation de l'ADH.
Donc, la vasoconstriction de l'artère rénale, ça va causer le syndrome hépatorénal avec la baisse du DLG. L'activation du STRA, ça va être une augmentation de l'aldostérone et un hyperaldostéronisme secondaire, et c'est ce qui va causer donc une rétention hydrosodée et donc créer la formation d'un troisième compartiment avec la formation d'acide. Donc ça, ce schéma-là, vous l'aurez dans la correction et vous pourrez y revenir dessus pour globalement l'apprendre et que ça vous aide à mieux comprendre. Est-ce que déjà c'est clair ou est-ce que vous avez des questions? Parfait. Est-ce que vous auriez rajouté quelque chose ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérangeait dans le schéma? C'est bon, c'est parfait. Du coup, ok, parfait. Génial. Et du coup, dernière question. Quelle est la prise en charge de cette patiente? Comment est-ce qu'on va la prendre en charge, cette patiente? Oui, sevrage alcoolique, oui. Traitement étiologique, tu donnes. Traitement étiologique, c'est pour le sevrage. Oui. Alors d'abord, en fait, ce qu'il faut toujours penser, et je sais que moi aussi, j'avais tendance à l'oublier, c'est l'hospitalisation. D'abord, on va l'hospitaliser et c'est le repos, déjà. Alors, la ponction évacuatrice, elle est pas... Alors, elle est faite, mais elle n'est pas toujours faite. Ça dépend. Mais des fois, enfin, en fait, elle est faite, mais des fois, on peut attendre quelques jours. En fait, c'est pas quelque chose qui est urgent. Hospitalisation, parfait. En unité de soins intensifs, pas forcément, hein. Il y a des patients qui ont une acide avec qui on peut parler, et qui n'ont pas spécialement de gros problèmes. Ok, parfait. Donc, en premier lieu, vous avez raison, hospitalisation avec un arrêt d'alcool et un sevrage. Donc là, c'est bien, alors ça, c'est de la tox, mais c'est bien de mettre qu'on sait par quoi on peut arrêter l'alcool. Donc, la crise de dégoût, oui, régime des sodés, bien sûr, pour la crise de dégoût par disulfiram et un maintien de l'abstinence par baclofène. Ça, c'est de la tox, donc peut-être que vous ne l'avez pas encore bien revu, mais ça ne mange pas de pain de rajouter ça. Et pour la prise en charge de l'acide, on fait donc ponction évacuatrice avec un remplissage vasculaire pour éviter la décompensation. Si on a de la fièvre, parce que là, cette patiente a de la fièvre, c'est pour ça. Il ne faut pas oublier hémoculture avant antibiothérapie et le prélèvement du liquide d'acide. L'antibiothérapie, parce que là, du coup, c'était une acide fébricule. Antibiothérapie probabiliste IV avec relais par os possible par C3G. Vous verrez que je mets toujours céphalosporine de troisième génération entre parenthèses C3G parce que j'explique toujours ce que je dis pour pas mettre, je mets pas C3G comme ça. Mais donc là, dans ce cas, on avait une infection, enfin on avait une fièvre, de la fièvre, mais si on n'a pas d'infection, on peut donner des diurétiques. Tout à fait. Oui, laxatif osmotique en céphalopathie. Et surtout, on n'oublie pas tout ce qui est vaccination. HA, c'est hémoculture aérobie anaérobie. Et ça, alors, je sais que moi, je le faisais. Les HA, si on dit prélèvement, 3 hémocultures anaérobies, ça, je pouvais le mettre si j'avais le temps.
dans le temps imparti, je le mettais. Voilà. Et donc, il ne faut pas oublier la vaccination, surtout VHA et VHB, parce que alors le VHB maintenant il est obligatoire pour le nourrisson, mais là il faut quand même il faut pas oublier de le mentionner. Si la vaccination, faut surtout pas oublier de le mentionner. Après, toutes les étapes pour faire une émoc. Alors là, de tête, j'avoue que c'est pas récent dans ma tête, mais c'était, si vous voulez, je vous le rajouterai aussi, parce que ça, j'avais fait des fiches appris par cœur, enfin appris par cœur, que j'avais relu pour les émocs et pour les ponctions lombaires, où c'était... Ah oui, il faut le mettre quand tu parles d'hémoculture, pardon. HA, tu mets HA avant thérapie, entre parenthèses, tu mets prélèvement de 6 tubes, 3 fois 2 tubes aérobie, anaérobie. Voilà. Transplantation, exactement, si besoin, à discuter, parce que ce sera toujours en fonction du taux du degré de la cirrhose. Mais ça, c'est toujours bien aussi de le mettre. Parfait. Et aussi, moi, je voudrais ajouter toujours dans tout ce qui était hépatique, les précautions avec les médicaments à métabolisme hépatique, dont le paracétamol. Parce que en général, on diminue les doses de paracétamol. Et après, toujours la surveillance, le suivi par un bilan biologique et une échographie de contrôle aussi. Oui, ça aussi, tu peux en parler du délirium tremens pour la prévention alcoolique. C'est super. Donc ça, vous inquiétez pas, les petits trucs que vous m'avez dit, je les ai rajoutés dans ma correction. Donc je vais refaire une correction au propre et vous aurez tout ça dans le drive. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des trucs qui n'ont pas été clairs? Je vous ai mis mon identifiant de Discord au cas où vous avez des questions. Il n'y a aucun problème, même si ce n'est pas maintenant, après. Mes supports. Alors moi, j'avais beaucoup, du coup, mes cours de fac. Et pour la bioche, j'avais ouvert En fait, je l'avais ouvert, mais j'avais complété mes fiches. Mais je n'étais pas partie de ce support-là, le Devoc de bioche. Voilà. Et l'été, je sais aussi que j'ai fait le pharma. Alors, j'avais un peu du mal parce que des fois, c'est des trucs qui sont un peu anciens. J'avais ouvert le pharma quiz de bioche. C'est un petit carnet avec plein de questions. Mais les cours de fac en bioche, ça va. On n'était pas en peine. Après, pour la pancréatite aiguë, je pense que la pancréatite aiguë, je l'ai majoritairement fait avec le Devoc. Parce qu'on ne l'avait pas vu, la pancréatite aiguë, on ne l'avait pas vu aussi bien. Donc, j'ai majoritairement fait avec le Devoc de bioche. Dans le Devoc de bioche, si. Mais c'est pour ça que je vérifiais, ou quand il y avait des trucs qui me paraissaient un peu bizarres, tu peux toujours vérifier sur Internet ou demander à tes profs. Après aussi, je sais que j'avais complété parce qu'on avait un tutorat dans la fac. Et la pancréatite aiguë, elle était tombée en concours blanc national, e-pharma. Donc j'avais toujours un peu complété mes fiches comme ça. Un petit point, rappel du syndrome hépatorénal. Oui, oui, oui. Après, sur le syndrome hépatorénal, vraiment, il n'y a pas de souci, je vais le noter. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est dû à la vasoconstriction de l'artère rénale, dû à l'hépatite chronique. Mais il n'y a pas de souci, je ferai un point.
Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, les questions, vous pourrez les poser dans la section biochimie. J'espère que ça a été clair, que ça vous a été utile. En biochimie, oui, je m'entraînais avec les annales. Alors, pour les corrections, alors en fait, j'ai fonctionné en 2 temps. D'abord, je sais que j'ai beaucoup fait mes fiches. Et après, je fonctionnais sur les annales où je choisissais de faire de la bioche, mais quelqu'un me choisissait enfin, je connaissais pas le sujet à l'avance. Quelqu'un me choisissait mon sujet. Elles sont redondantes. Alors, sur la bioche, oui et non. Parce qu'en vrai, en bioche, ça peut vite changer quand même. Et les annales, je les avais pris sur le CNG, oui. A priori, je les ai toutes. Si il vous manque une annale, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'envoyer un message, je vous l'enverrai. Voilà. Sinon, les annales, elles sont sur MedCheck aussi. Vous pouvez y avoir accès comme ça. Voilà. Et après, je sais, enfin, je l'avais expliqué dans la première conférence, mais les annales, je les ai faites le dimanche, on les faisait en temps réel. Principalement après l'été, mais on les faisait en temps réel comme ça. On ne savait pas ce qui tombait et on pouvait vachement s'entraîner. Les annales en bioche, j'ai commencé, oui. En fait, les annales, j'ai majoritairement commencé en juin. D'abord, j'ai refait bien mes cours, j'ai vu que je comprenais de quoi on parlait. Et après, les annales, voilà, j'ai majoritairement fiché avant juin. C'est pour ça que si vous ne connaissez pas tout maintenant, c'est pas grave du tout. Alors moi, tous mes cours, il y a la plupart des cours qui étaient déjà fichés parce que je suis quelqu'un qui fiche beaucoup. Et donc, tous mes cours de la fac étaient globalement assez fichés. Donc, voilà. Mais je sais que j'ai aussi travaillé sur des bouquins où à la fin, je ne fichais plus, où je trouvais ma fiche et je rajoutais à la main. Voilà, pas de souci. J'espère que ça a été clair. Et puis bonne soirée.